Donc, ils sont certainement en train de reprendre le même scénario que lors de la première manifestation. Mais il faut noter que dans la première manifestation, si le gouvernement a fait rétropédalage, c'était parce qu'il s'agissait simplement d'une procédure judiciaire qui aurait même pu être arrêtée par les autorités parce que la loi le permet, il aurait pu être arrêté. Et puis le cadre n'était pas aussi côté de la Cour constitutionnelle, c'est carrément remettre en question le dispositif juridique qui organise l'ordre constitutionnel sénégalais. Vous voyez un peu, donc il y a quelque chose de tout à fait dangereux qui va aussi se jouer cette fois-ci. C'est que les populations... Est-ce que vous essayez en d'autres termes de me dire que l'opposition serait en train de vouloir, comment dire ça, bafouer les lois? Il n'est pas exclu que nous rentrions finalement dans ce jeu-là. Parce que si dans le premier cas, c'était facile de faire un rétropédalage, parce qu'une procédure judiciaire, il y a des mécanismes qui permettent au chef de l'État ou bien même au ministre de la Justice d'arrêter une procédure judiciaire. Dans tous les pays, c'est ainsi que c'est organisé. Mais dans le cadre maintenant de la loi électorale, sa sensibilité, c'est qu'elle est généralement assise sur le socle constitutionnel. Oui. Et c'est parfois l'instance suprême qui statue pour la validation des listes ou bien des candidatures. Et donc, lorsque cette instance-là est remise en question, ou bien que ces décisions sont remises en question, vous vous souvenez qu'un ministre de la Justice, un ministre délégué de la Justice, un célèbre avocat, le professeur Maurice Kamto, écrivant au terme d'un processus électoral, à l'adresse de l'opposition camerounaise, à l'époque il était ministre délégué, donc il était plus proche du pouvoir, il écrivait que les décisions de la Cour suprême statuant en lieu et place du Conseil constitutionnel doivent être considérées comme des dogmes. Oui. En fait, le principe dogmatique qu'il visait, qu'il posait ici, c'était comme quoi la Cour constitutionnelle n'est pas susceptible de revenir sur ses propres décisions, au risque de créer un précédent dangereux dans son contrôle de constitutionnalité. Donc, la Cour constitutionnelle, c'est une instance qui ne peut plus revenir sur ses propres décisions. C'est un dernier ressort et il n'y a pas de recours possible. Si elle s'est trompée, eh bien, pas sur ce cas-là qu'elle va se corriger. Il faudra attendre un autre cas. Donc, c'est ce qu'il posait comme étant le principe dogmatique. Donc, dans cette situation, quelle sera la posture des autorités sénégalaises? Est-ce que le président Macky Sall sera le garant de la Constitution tel que lui-même a prêté, tel qu'il l'avait fait, tel qu'il s'est présenté lorsqu'il a prêté serment, tel qu'il s'y est engagé lorsqu'il a prêté serment? Est-ce que le monsieur Sonko, avec toute l'artillerie populaire dont il jouit, va réussir à faire sauter le verrou constitutionnel? Mais quel type de Sénégal lui-même s'apprête à construire? Est-ce que ce sera un Sénégal où la Cour constitutionnelle sera encore respectée? C'est une grande question qui se pose. L'enjeu est aussi un enjeu de maturité pour le peuple sénégalais. Et comment est-ce que cela sera jugulé? Là reste la grande question. Une question que l'on va aller poser, pourquoi pas, à Karim Diakhaté. Karim, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Merci d'être avec nous, très cher ami. Je rappelle donc à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste, directeur de publication, mais vous êtes aussi et surtout membre de l'UJPLA, c'est-à-dire l'Union de la presse libre africaine, et vous intervenez depuis Dakar. Alors, Karim, comment vous réagissez à ces manifestations, cette manifestation qui s'est tenue hier à Dakar, pour ces manifestants qui protestent, j'y arrive donc, contre la décision du Conseil constitutionnel, mais aussi et surtout, ils en appellent quand même à beaucoup de vigilance par rapport au président Macky Sall qui, d'ici 18 mois, devrait en principe rendre le tablier. Merci encore, Bachir. Permettez-moi d'abord de saluer mes co-débatteurs, Jonathan Batengene et Issa Diawara, pour donc parler des manifestations d'hier à Dakar. En fait, c'était une demande en fait de l'opposition et cela a effectivement été suivi des faits. On a vu une très forte mobilisation donc des militants des deux coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu qui se sont donc coalisés. Et il faut dire qu'en fait,
cette mobilisation répondait à quand même une forte attente des gens qui quand même sont avec ces deux coalitions-là. Il faut quand même rappeler le contexte actuel politique un peu chargé, marqué par une défiance entre les acteurs politiques. C'est vrai qu'il y a eu un dialogue politique il n'y a pas très longtemps, mais on a vu qu'avec le système des parrainages et en tout cas tous les préparatifs autour donc, de l'organisation des élections législatives du 31 juillet 2022, il y a eu beaucoup de problèmes. Les problèmes sont liés, l'intervenant qui m'a précédé l'a dit, problème en tout cas de compréhension du code électoral ou en tout cas de l'application de ce code électoral-là par rapport déjà au système de parrainage qui a posé problème, dont la Cour de justice de la CEDEAO avait ordonné au gouvernement sénégalais du surseoir pour permettre quand même une participation plus large, en tout cas de l'ensemble des partis qui voudraient participer. Et je voudrais quand même vous rappeler que lors des élections législatives passées, il y avait eu en 2017, il y avait eu 47 listes. Et lors de l'élection précédente, en 2012, il n'y avait que 12 listes. Et cette fois-ci, 8 listes seulement ont été acceptées par le ministère de l'Intérieur. Donc il y a eu en tout cas un cocktail qui a abouti à cela. On s'est rappelé que le leader donc de la coalition Yewwi Askan Wi, en l'occurrence Ousmane Sonko, qui est le leader de fait, parce que c'est lui qui était arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2019 derrière Idrissa Seck. Donc Ousmane Sonko avait appelé à la résistance. Cela a fait que véritablement cela a produit cela. Les gens s'attendaient à voir si cette manifestation pouvait en tout cas fournir à l'opposition une occasion de montrer sa force. Et je pense que le message a été quand même bien décrypté par la majorité présidentielle. Vous comprenez bien ces manifestants. Est-ce que vous comprenez leurs préoccupations? Sont-elles légitimes? Oui, Bachir, en fait, on peut dire qu'en fait, cela rentre dans le cadre, en tout cas légal, de ce qui doit être fait. Parce que c'est, bon, c'est vrai que c'est politique d'abord, mais il faut dire qu'en fait, cette manifestation intervient également dans un cadre, dans un contexte économique assez chargé, avec la hausse récente du prix du carburant et consécutivement d'autres produits d'autres denrées de première nécessité. Mais pour revenir à l'aspect politique seulement, il faut dire effectivement que l'opposition avait l'occasion de marquer un coup. Et de ce point de vue-là, elle l'a réussi dans la mesure où on a eu effectivement une grande démonstration de force pour montrer effectivement au pouvoir qu'il y avait quand même un répondant de l'autre côté. Maintenant, est-ce que cela a été justifié? Oui, au regard quand même du processus qui a abouti à cela, parce qu'effectivement, il y a eu Askan Wi comme Wallou se sont plaints du fait qu'il y avait, comme ce qu'on pourrait appeler deux poids, deux mesures, dans la mesure où ils ont pensé qu'il n'était pas quand même dans les prérogatives du ministère de l'Intérieur de sortir un arrêté pour interdire, enfin pour stipuler que la liste seulement des suppléants devait aller à la proportionnelle à la place des titulaires. Ce qui voudrait dire que des gens comme Ousmane Sonko ne pourraient pas éventuellement être sur la liste des candidats. Donc par rapport à tout cela, ce sont des griefs qui ont été soulevés. De l'autre côté également, la majorité présidentielle a sorti des arguments, mais on reviendra peut-être sur cela pour dire qu'il y aurait peut-être un modus vivendi, on pourrait parvenir à en tout cas, je ne sais pas, un accord politique ou bien un dialogue politique pour trouver une sortie honorable à cette crise qui est en train effectivement de montrer tous ses atouts. Très bien. Merci à Karim Diakhaté qu'on va retrouver dans quelques instants. Allons prendre l'avis cette fois-ci de Issa Diawara. Issa Diawara, quelle lecture faites-vous de ces manifestations tenues hier à Dakar, au Sénégal? Ok, merci. Une fois de plus, Bachir, de me permettre en tout cas de m'exprimer sur ces sujets. Vous savez, moi, je salue mon frère Diakhaté de l'autre côté, depuis Sénégal. Je me demande si le but principal de la manifestation, c'est tout simplement remplir la rue du monde et après on a quel résultat?
C'est la question que je me pose. Je ne vois pas de résultats concrets. Ce qui est en cours, ce que moi je vois, c'est la bataille pour le contrôle. En tout cas, c'est 2024 qui a commencé. Maintenant, 2024, il y a des étapes préliminaires. Il y a surtout le contrôle de l'Assemblée nationale du Sénégal. C'est pourquoi l'opposition s'est constituée à cette grande coalition. Maintenant, nous savons que les textes passent par l'Assemblée. On connaît que l'Assemblée, c'est voter les lois ou abroger les lois. Maintenant, il faut chercher à contrôler l'Assemblée. C'est cette bataille qui est engagée. L'Assemblée est une étape. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vous savez, ça pose aussi la question surtout du leadership de M. Sonko lui-même. Parce que M. Sonko, je pense qu'il nous écoute, il nous attend. Je pense qu'il doit être un peu clair dans sa stratégie. Il faut que l'opposition sénégalaise affiche une stratégie beaucoup plus claire. Là, tout de suite, M. Sonko et son groupe, ils ont opté pour une stratégie de la pression maximale à partir de la rue. Oui, mais une stratégie de la pression maximale. Mais c'est là, au pays, généralement, a une feuille de route. Une feuille de route, et qui parle de feuille de route parle d'un objectif. Concrètement, qu'est-ce que M. Sonko veut? Oui. Cibler le ministre de l'Intérieur. Est-ce que c'est une stratégie payante? Moi, je ne crois pas beaucoup. Ça va prendre du temps. Si son objectif, c'est d'accéder au pouvoir, je me demande combien de temps il pourra mettre avant d'évincer le ministre de l'Intérieur. Seulement le ministre de l'Intérieur, pas même le Premier ministre, pas même la Cour constitutionnelle. Est-ce que sa stratégie est vraiment payante? Je ne crois pas trop. Je comprends que le Sénégal, tout comme la Côte d'Ivoire, jusqu'à la fin du règne du président Houphouët-Boigny, n'avait pas de culture de coup d'État. Tout comme dirait les 32 ans de règne, voire 33 ans de règne de Mobutu au Zaïre, il n'y avait pas de coup d'État. C'est dû au fait que c'était des remparts contre le communisme, c'est-à-dire le bloc de l'Est, mené par l'Union soviétique. Mais est-ce Ousmane Sonko est dans cette tradition politique? Je ne crois pas trop. C'est pourquoi je dis M. Ousmane Sonko et la coalition qui est avec lui, c'est-à-dire ils doivent s'assumer. Il faut qu'ils revoient encore leur copie. Sa liste n'est pas... Si finalement la liste n'est pas reconnue, et il y a déjà une manifestation, qu'est-ce qu'elle prévoit de faire? Comment veut-il faire accepter leur candidature? C'est ça, c'est là qu'on a besoin d'une feuille de route claire, on a besoin d'un plan d'action. Parce que si on a... parce que l'affaire Adjissar, l'autre affaire qu'il avait, oui, avec la justice, c'est lui qui a pesé sur la rue, c'est lui qui a calmé les gens, pendant que les gens voulaient aller jusqu'au bout. Il dit qu'il ne voulait pas permettre à ce que l'armée puisse prendre le pouvoir. Mais si Macky Sall contrôle toutes les autres institutions, je ne vois pas qu'est-ce qu'il veut concrètement, quoi. Et maintenant, si on invalidait, lui, par exemple, sa candidature à la présidentielle même, pour contrer et son alliance, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, c'est déjà un début. Il fera quoi concrètement? Les gens vont envahir la rue. Il appellerait encore les gens de retourner. Parce que ce que moi, je vois dessiner, c'est qu'on risque sans doute d'invalider, lui, sa candidature, Sonko, et de valider la candidature d'un de ses opposants. Et en ce moment, va-t-il abandonner? Pardon, c'est-à-dire, c'est avec qui il est dans la grande coalition. On va valider ce que Kabila a fait avec Tshisekedi et Fayoulou. C'est-à-dire qu'il a choisi Tshisekedi au lieu de Fayoulou, Martin Fayoulou. Et si on verrait apprendre, par exemple, accepter la candidature du maire de Dakar, et que lui, sa candidature est invalidée, qu'est-ce qu'il va faire? Quel serait le sort de sa coalition? Et c'est une coalition qui est assez forte. Je pense qu'il est en train de suivre For You TV et qu'il va sans doute prendre note, en tout cas, de certains de nos conseils. Il est avec le maire de Dakar, certes, il a une coalition. Mais je vois que c'est une coalition un peu fragile. Un peu fragile. Vous avez vu le cas de James Seng au Mali. Juste après la chute du BK, on ne sait plus, chacun est un peu parti de son côté. Oui. Qui est son allié à l'international, M. Bachir? Parce que est-ce qu'il est conscient de la rupture politique qu'il est en train d'incarner, le combat politique que M. Sonko est en train de porter aujourd'hui? Est-ce qu'il est conscient de l'espoir que la jeunesse du Sénégal et la jeunesse africaine
est en train de porter envers sa personne. Je crois que non. L'espoir que les gens portent envers lui, ça va au-delà du Sénégal. C'est Lassimi Goïta du Sénégal, c'est ce qu'il faut comprendre. Il est l'espoir de la jeunesse africaine. On compte sur lui pour incarner la rupture avec la France-Afrique. C'est sur ça qu'on compte. Et il doit comprendre que tous les instruments aujourd'hui sont dirigés cette ligne politique. Et lui, qu'est-ce qu'il prévoit? Très bien. Quelle est sa stratégie concrètement? Il faut qu'on commence à voir certaines ébauches de sa stratégie claire et nette. On a tout à la base militaire de la France au Sénégal. Cela n'a jamais empêché la rébellion de Casamance. Cela a toujours été là. Il n'a pas la Cour constitutionnelle, je le dis, je le répète, de son côté. Maintenant, ça s'est passé au Mali en 2020, où la Cour constitutionnelle avait fait invalider, en tout cas des candidatures, invalider les résultats des opposants qui avaient gagné. C'est ce qui a occasionné, c'est ce qui a précipité la naissance du M5. Lui, concrètement, quelle est sa feuille de route? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il envisage de faire? Si on venait à lui empêcher tout, qu'au niveau des cours constitutionnels soit bloqué, au niveau de sa candidature même à la présidentielle, et que cela soit invalidé, va-t-il demander à la rue de retourner? Si tel est le cas, est-ce que les gens vont un discours beaucoup plus poignant, beaucoup plus rassurant, que dans son discours, on sort du court terme pour qu'on se retrouve dans les moyens et sur le... Peut-être on a une petite ignorance du code électoral sénégalais, mais alors comment vous expliquez le fait qu'on ait validé quand même la candidature de Ousmane Sonko et les autres quand il s'agissait des élections au niveau des mairies, puisqu'il est le maire des Ziguinchor dans la Casamance, et qu'on n'ait pas... Comprendre, Bachir, Oui. je reviendrai sur les réserves portées par mon ami Issa Diawara par rapport un peu à la posture de Ousmane Sonko. Tout à fait. Mais pour répondre directement à votre question, effectivement, il faut dire qu'à la suite du dépôt des listes au niveau de la direction générale des élections du ministère de l'Intérieur, il y a eu quand même un certain nombre de listes qui ont été invalidées pour non-respect de la parité. Et cela concernait également, c'était le cas pour la liste donc, de la coalition Yehui Askanui et Yehui Askanui, donc coalition dans laquelle Ousmane Sonko est candidat, donc, avait déposé un recours au niveau du Conseil constitutionnel. Dans un premier temps, le Conseil constitutionnel avait autorisé donc la coalition Yehui Askanui à modifier sa liste, à revoir en tout cas un certain nombre de personnes qui devaient revenir, mais c'est par la suite que le ministre de l'Intérieur a sorti un arrêté pour dire que la liste donc pour la proportionnelle, la liste des titulaires et dans laquelle liste figurait Ousmane Sonko ne pouvait pas être disons, validée et que c'était les suppléants qui devaient prendre leur place. Et de l'autre côté, pour la majorité présidentielle Benno Bokk Yakaar, c'était la liste des suppléants qui devait être invalidée et la liste donc des titulaires était valide. Bon, cela pose un problème parce que dans le code électoral sénégalais, cela n'a pas été spécifié et il n'a pas tenu au Conseil constitutionnel de donner son avis. Et le Conseil constitutionnel a dit qu'il n'était pas en mesure de se prononcer sur cela, laissant au ministère de l'Intérieur le choix, en tout cas, d'aller dans ce sens-là. Maintenant, vous savez, c'est un bras de fer. Je pense que c'est un problème politique qu'il faut chercher à régler de manière politique. Bon, mais pour en revenir maintenant à ce que disait tout à l'heure mon frère Issa Diawara, je pense qu'il est quand même un peu trop sévère par rapport à l'engagement de Ousmane Sonko, parce que celui-ci n'a jamais dérogé par rapport, en tout cas, à ce qu'il a déclaré. Il s'est toujours porté comme quelqu'un qui est absolument donc contre la France-Afrique. Il a quand même pu montrer en tout cas son engagement par rapport à certains faits pour ne pas le défendre, parce que je ne suis pas dans son parti. Il faudrait quand même lui reconnaître en tout cas ce talent de galvaniser, surtout la jeunesse qui croit beaucoup en lui, qui quand même le considère comme véritablement leur porte-étendard. Ousmane Sonko représente quand même un espoir. Maintenant c'est vrai, je suis d'accord avec vous quand vous dites que par rapport à un certain nombre de problématiques, il devrait être quand même un peu plus clair dans son discours. Il y a certainement des pots de banane, pour ne pas dire des difficultés qui vont lui être apportées peut-être sur son parcours vers la présidentielle de 2024.
Mais avant cela, commençons d'abord par reconnaître que ces législatives, après les élections locales qui sont passées il y a quelques mois, constituent peut-être le premier tour pour l'élection présidentielle de février 2024. Dans la mesure où, effectivement, on a pu voir que depuis 2012, que la coalition Benno Bokk Yakaar, donc, qui est la coalition présidentielle, est au pouvoir, cette coalition quand même perd de l'influence, hein, malgré le fait qu'elle reste hégémonique sur l'ensemble du pays. Si vous voulez, par exemple, 36 départements sur les 47 sont gagnés par Benno Bokk Yakaar, mais on sent effectivement un fléchissement de son électorat. Et cela, on a pu voir effectivement que les grandes villes comme Dakar, comme Thiès, comme Diourbel, comme Ziguinchor, pour ne parler que celles-là, ont été remportées donc par la coalition Yewwi Askan Wi. Et comme elle s'est coalisée avec donc Wallu, qui est donc la coalition du parti PDS du président Abdoulaye Wade et ses alliés, on peut s'attendre à ce qu'il y ait véritablement du répondant face à la majorité présidentielle. C'est-à-dire qu'en fait, ces élections législatives vers lesquelles nous allons vont être déterminantes, plus ou moins, pour en tout cas ce qui va suivre d'ici les 6 mois qui restent pour le mandat actuel du président Macky Sall. Mais il est vrai, effectivement, qu'un certain nombre de réserves parmi lesquelles vous avez quand même pu, disons, parler, doivent être prises en compte par Ousmane Sonko et certainement par les autres aussi leaders de l'opposition. Donc, qui est très clair. Le standard, il est ouvert à nos téléspectateurs également. Cher Karim Diarraté, vous nous avez très souvent suivis, vous connaissez le principe de nos émissions. On va donner la parole à nos téléspectateurs également. Madame Yao, par exemple, elle nous appelle de... Madame Cissé, j'allais dire, elle nous appelle de Côte d'Ivoire. Bonsoir, Madame Cissé. Madame Cissé. Oui, bonsoir, Bachir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Bachir, et bonsoir à tous les panélistes, Batenguini. Bachir, Oui. Hier, sous appel de Ousmane Sonko, l'opposition sénégalaise est descendue dans les rues pour manifester contre le viol de la Constitution, contre un 3e mandat de Macky Sall. Maintenant, moi, je reste un peu prudente parce que jamais on a vu M. Ousmane Sonko se prononcer sur les questions sensibles. Actuellement, il y a matière à débattre sur le terrorisme, sur l'endettement de l'Afrique, sur comment on appelle les accords coloniaux, sur beaucoup de choses. Sur la monnaie, par exemple, jamais il ne s'est prononcé là-dessus. Mais vous savez, à la faveur de, comment on appelle, la prise de conscience là, du panafricanisme, il y a beaucoup de gens dans l'ombre. Il y a beaucoup de personnes de la sphère politique qui aiment mettre ce parapluie-là et puis poser des actions. Vous savez, le cas du Tchad et le cas comment dirais-je, de la Guinée et du Burkina, vraiment, ça nous interpelle. Ça doit nous interpeller. Ils ont pris le pouvoir. On a pensé au Burkina, par exemple. Il nous a fait croire qu'il était panafricaniste. Pourtant, il est encore plus dangereux que l'autre même. Aujourd'hui, c'est lui qui demande l'installation de bases militaires. Il demande l'appel à la CEDEAO, vous savez. Franchement, je reste un peu prudente, un peu oui, je prends mes distances par rapport à ce monsieur. C'est-à-dire que quand vous êtes opposant, il faut que vous vous prononcez pour qu'on sache, en fait, on connaisse votre identité, pour qu'on sache qui vous êtes. Parce que Ousmane Sonko, bon, il appelle, les gens descendent dans les rues, les gens manifestent, mais qui il est au juste? Il a rendu sa démission, on nous fait croire qu'il n'est plus dans la fonction publique, mais il travaille pour qui? C'est-à-dire qu'il est sous la chapelle politique de qui? Il répond de qui? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'électrons libres comme ça. Il n'y a pas d'électrons libres qui volent comme ça. Vous êtes sous une chapelle, soit panafricaniste, ou alors vous répondez de la chapelle politique des colons qu'on connaît, des Occidentaux. Franchement, c'est ça notre problème. On s'interroge. Merci, Bachir. Merci à vous, Madame Cissé, pour la contribution depuis la Côte d'Ivoire. Nous restons au téléphone avec Delphin, depuis Gitega au Burundi. Cher Delphin, bonsoir. Bonsoir, mon cher Bachir. Est-ce que vous me recevez? Ah, 5 sur 5.
Ok, excusez-moi de mon côté, je dois baisser le volume parce que je m'attendais pas à arriver aussi vite au standard. Preuve, s'il en est, que je suis toujours bien accueilli à la maison, donc je vous remercie. Merci à vous. J'adresse mes salutations, bien sûr, aux téléspectatrices et téléspectateurs. Et je n'oublie pas, bien sûr, les invités, mon cher Batengene, mon cher Diawara, et le frère sénégalais, je suis navré, je n'ai pas retenu son nom. Pour moi, je vais essayer de rester, correct, disons, sympathique. Mais j'ai les mêmes appréhensions que notre sœur, Madame Cissé, et mon cher frère Diawara. D'autant plus que ceux qui sont ancrés dans les dossiers du Sénégal savent que entre Monsieur Sanko et Monsieur Georges Soros, il n'y a pas beaucoup de distance. Ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec les Sénégalais et les Sénégalaises. S'ils veulent changer de dirigeant, mon cher Bachir, tu es bien placé pour savoir que je déteste profondément verser dans l'ingérence. Je laisse ça aux apprentis démocrates. Mais ce que je peux dire d'emblée sur la situation qui se déroule au niveau du Sénégal, c'est que pour moi, M. Macky Sall fait partie de ces dirigeants donc de la zone CFA, passez-moi le terme, qui ont un peu le cul entre deux chaises. Je m'explique. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont quand même intelligents, mais qui tardent à, j'allais dire, faire volte-face, de sorte de ne pas être éclaboussés ou inquiétés par leurs anciens suzerains que sont les démocrates, notamment le nain géopolitique de l'Élysée. Je prends l'exemple d'un pays voisin. Regardez ce qui est arrivé à monsieur Alpha Condé. Il a décidé du jour au lendemain de s'allier à l'axe Beijing-Moscou, mais il avait encore des casseroles qui ont facilité sa chute. Donc, M. Macky Sall, je ne peux plus lui lancer la pierre après ce qu'il a fait récemment du côté de Sochi. Néanmoins, moi, je ne suis pas sûr qu'il va pouvoir totalement résister à la pression, j'allais dire, sénégalo-sénégalaise. Et là, encore une fois, c'est une affaire strictement domestique dans laquelle je ne veux pas m'impliquer. Mais j'invite néanmoins les frères et sœurs du côté de Dakar à prendre en compte que il serait imprudent, c'est le moins qu'on puisse dire, il serait imprudent d'amener à la tête du Sénégal en ce moment quelqu'un qui ne comprend strictement rien aux enjeux internationaux. Parce que à partir du Sénégal, on pourrait à nouveau déstabiliser le Mali, alors que le Mali actuellement a besoin du soutien de tous les Africains. Moi-même, qui n'ai jamais souffert du franc CFA, vous voyez que je me sens hautement, sensiblement, extrêmement concerné par ce qui se passe du côté de Bamako. Donc, j'invite les uns et les autres à prendre en compte tous ces paramètres et à faire le meilleur choix. Donc, je vais m'arrêter ici et puis, de toute façon, nous reviendrons sur ce sujet dans les semaines et mois à venir. For You Media, allons de l'avant. Allons de l'avant, très cher Delphin. Eh bien, je crois que le plus sénégalais de tous nos appelants, c'est Lamine Diop. Il est à Genève, en Suisse. Et bien sûr, on lui donne la parole. Bonsoir, Lamine. Bonsoir, mon cher Bachir. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de For You. Bonsoir aussi à votre régie technique ainsi qu'à l'ensemble des panélistes participant à ces thématiques. Bien entendu, mon cher Bachir, la colère de l'opposition devient ainsi un enjeu politique compréhensible et nécessaire pour l'opposition sénégalaise. En effet, de manière apolitique, cette manifestation est tout à fait plaidable de la part de l'opposition pour exprimer leur ras-le-bol général à propos des manœuvres fourbes de Macky Sall en ce qui concerne la soi-disant décision neutre du Conseil constitutionnel qui a invalidé la principale liste d'opposition pour les élections législatives prévues fin juillet. Tout cela est devenu un objet de polémique politique, politicienne, électoraliste et, il faut bien le dire, assez lamentable. Comme on pouvait s'y attendre, c'est la tête de liste
de cette plateforme d'opposition, Ousmane Sonko, qui est visé. Et il ne pourra pas prendre part aux législatives du mois de juillet prochain. Une fois de plus, Macky Sall risque de souffrir ironiquement de sa réputation du tonton flingueur de la politique de ses farouches opposants. D'ailleurs, quelque chose qui devient systématique au Sénégal toujours à quelques mois avant quelconque élection. En 2018, dans des conditions comparables, Macky Sall, ou en tout cas son système politico-judiciaire, avait lancé une procédure de détournement présumé de fonds publics à l'égard de Khalifa Sall dans un timing parfait à quelques mois des élections présidentielles, disait-on, ce qui avait joué un rôle décisif au moment du vote de sa réélection de 2019. Donc que l'opinion publique sénégalaise se mette à éradiquer ce type de pratiques propres à un autocrate cynique. Alors, mon cher Bachir, le plus vraisemblable reste cependant que Macky Sall est l'initiateur et l'instigateur de cette décision du Conseil constitutionnel sénégalais et qui est illégale. Les raisons, il s'agit de maintenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale largement dominée par sa coalition présidentielle aux dépens de la principale plateforme d'opposition donnée plus ou moins favori, dont la tête de liste c'est Ousmane Sonko, en tout cas au départ. Et c'est son principal adversaire. Il paraît donc peu envisageable que Macky Sall n'ait pas été tenu informé ou encore n'ait pas été à l'origine de ce coup bas politique, de même pour les membres du Conseil constitutionnel, même si ces derniers affirmeront le contraire. Bien entendu, dans un système étatique fonctionnel organisationnel, il y a des principes fondamentaux. L'indépendance de la justice, séparation des pouvoirs, la justice a besoin de sérénité. Mais a fortiori, Macky Sall vise avec volonté d'affaiblir la justice. Et il n'est pas sa première tentative, le bonhomme. En réalité, ces épisodes constituent en effet un terrible aveu de faiblesse de la coalition présidentielle en général. Et que les Sénégalais sont en train d'assister à une sorte de résurrection funèbre de la personnalisation du pouvoir à la Senghor, désormais sous la mandature de Macky Sall. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Merci, belle fin d'émission, à bientôt. Ciao. Merci à vous, très cher Lamine Diop depuis Genève. On prend un dernier appelant pour cette série avant de revenir vers Jonathan Batenguene. C'est Zerfel qui nous appelle depuis l'Allemagne. Bonsoir Zerfel. Ok, bonsoir Bachir, bonsoir à vos invités. Je serai bref parce que j'ai appelé parce que j'ai un problème. Bien sûr que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui sur votre plateau, mais c'est un rappel parce que ça fait un moment qu'on ne parle plus de la Côte d'Ivoire parce que moi, j'ai un problème très crucial aujourd'hui en Côte d'Ivoire concernant les opposants aujourd'hui qui nous amènent à l'abattoir. C'est pourquoi je vous demande un peu de m'accorder quelques minutes pour parler un peu, pour que vous vous rappelez, pour que vous ramenez le dossier de la Côte d'Ivoire sur sur votre table. Parce que voici des opposants qui sont là aujourd'hui, qui sont en train d'emmener les citoyens, disons les Ivoiriens, à l'abattoir. Jusqu'à aujourd'hui, parce que à l'Assemblée nationale, le RHDP, ils ont la majorité des députés. Je ne sais pas pourquoi les opposants, se disant opposants aujourd'hui, moi je ne sais pas si ce sont des opposants, ils peuvent s'allier et aller voter le président, le candidat de RHDP. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire pour ne pas trop m'éloigner du sujet aussi. Alors, demain, nous parlons de la Côte d'Ivoire, si vous le voulez bien. Et je vous attendrai, pourquoi pas, au niveau du standard. Et on va échanger certainement, puisque c'est le sujet prévu pour demain, vendredi. Ok, bon, voilà, on va parler de la Côte d'Ivoire, je vous rassure. Notamment en ce qui concerne cette entente qu'il y a eu quant à la désignation d'Adama Bictogo, donc au Perchoir. On y reviendra, je vous le rassure. Revenons donc. Ok, bon, je vais dire un mot sur le Sénégal. Oui. Parce qu'ils ont dit quelque chose. Oui. Parce que le monsieur qui est là aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'il fait sortir les Sénégalais. Parce qu'il faut commencer quelque part. Parce que ce que celui qui est au pouvoir, ce qu'il est en train de préparer, c'est très dangereux. C'est la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Donc il faut d'abord tuer, comment dirais-je, le poussin dans l'œuf avant qu'il se clore. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer, c'est très dangereux. Mais aujourd'hui, moi, je demande à ce monsieur pour mettre l'accent sur les Sénégalais pour qu'ils puissent sortir massivement
pour qu'il puisse leur donner, son programme, ce qu'il doit faire. C'est pourquoi il est candidat. D'abord, le fait que déjà on a bloqué sa candidature ou les candidatures des autres, c'est déjà un danger pour les élections à venir. Oui. Alors c'est pourquoi, parce que je ne connais pas trop le dossier, mais ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est sur ça que je me suis basé pour dire cela. Très Merci. Bien. Merci, très cher Zerfel. Eh bien, Jonathan Batengene, je reviens à vous. Alors, on constate beaucoup de méfiance au niveau des uns et des autres en ce qui concerne la démarche de notre cher Ousmane Sonko. Alors, je voudrais juste restituer quelque chose. On l'a très souvent entendu parler justement des questions sur le franc CFA. Nous l'avons écouté plus d'une fois. Et donc, c'est juste pour restituer cela. Et je reviens donc à vous. En ce qui concerne ces coalitions, Yehui Askanui et Wallo qui sont donc ensemble et qui battent le pavé. Alors, est-ce qu'il faut redouter, j'allais dire, que cela ne dégénère, qu'on se retrouve dans une situation de crise comme ce fut le cas en 2012 avec la coalition Beno Boriaka? Bon, c'est quelque chose qui peut arriver finalement. Parce que il faut regarder les partenaires de cette coalition. Vous avez M. Khalifa Sall, oui, qui est l'ancien maire de Dakar, oui, qui est quelqu'un de très populaire, qui est proche, qui est dans le Parti Socialiste, l'ancien Parti Socialiste d'Abdoulaye Wade. Et c'est les connexions du Parti Wade Socialiste. lui-même avec sa coalition, le Walou. Le Walou. Oui. Ousmane Sonko qui est là, en tout cas il y a beaucoup de têtes. Vous savez que Wade avec Wali, avec son parti politique, le Parti Socialiste et sa coalition, avait été aussi à un moment très proche. Hein, quand tout à l'heure Delphin parlait de George Soros, était très proche de George Soros, mais plus tard il y a eu un vaste mouvement, le mouvement Y'en a marre, qui a été également très proche de Sonko. Y'en a marre, qui lui aussi est une autre fabrication de Osiwa. Osiwa, c'est Open Society in West Africa. Donc l'Open Society, c'est l'organisation de George Soros. Et donc Y'en a marre qui était piloté, qui était financé, qui a eu des financements de l'Open Society. Et le mouvement Y'en a marre est devenu une plateforme très populaire. D'ailleurs, c'est là où Sonko a émergé déjà, même s'il a été très connu en tant que syndicaliste. Hein, c'est là où il a émergé en tant que leader également. Et dans l'alliance, donc les alliés, lorsque vous avez un Khalifa Sall, qui est également quelqu'un qui est très proche d'Osiwa, vous pouvez quand même vous poser des questions. Parce que si Macky Sall est arrivé à la tête du Sénégal sans véritablement de soutien d'Osiwa, parce que si Y'en a marre a joué un rôle, c'était essentiellement parce qu'à un certain moment, M. Wade ne garantissait plus un certain nombre d'éléments, notamment la réforme du code minier, et vous allez voir que l'un des livres qu'écrit finalement Sonko, c'est sur les questions de gaz et de pétrole, comme par hasard. Hein, donc, quand on parle de matières premières qui sont l'enjeu principal du grand lobby états-unien sur les questions contemporaines, c'est-à-dire les énergies, comment contrôler les marchés d'énergie. Les États-Unis ont un très grand regard sur le golfe de Guinée. Tout à fait. Donc, Sonko, le livre qu'il écrit, c'est justement sur les énergies. Et donc, ça pose quand même problème. Hein, ça pose un problème. Est-ce que son alliance n'est finalement pas dictée, n'est pas pilotée de l'extérieur du Sénégal? Est-ce que les acteurs véritables qui sont en train de manœuvrer ne sont pas ceux-là qui ont construit cette problématique importante au Sénégal d'une sorte de démocratie contrôlée par les jeunes? Il faut dire que le scénario n'est pas neuf. Si vous rentrez dans l'histoire des révolutions, des révolutions contemporaines dites démocratiques, vous allez trouver aux États-Unis le grand mouvement qui avait commencé avec Barack Obama, la politique du jeunisme. On présente Obama comme étant ce jeune, talentueux, cette sorte de comète politique qui arrive et qui allait bousculer les standards. Mais à la fin, on sait que Obama n'a été que la continuité du grand projet stratégique de recolonisation du monde par les États-Unis. Comment faire? Et comme j'aime bien Luc Michel quand il dit comment faire des États-Unis le 21e, comment est-ce que les États-Unis peuvent être la puissance du 21e siècle. Donc il faut faire du 21e siècle une puissance états-unienne, un siècle états-unien. Eh bien,
la question des enjeux des énergies que pose Sonko dans son livre et la démarche, c'est-à-dire l'identification du jeune comme étant la figure par excellence de l'alternance politique, à travers lui-même, ça amène à s'interroger. Il y a 2 indices déjà qui amènent à se questionner. Est-ce que Sonko, finalement, ne représente pas le point avancé, le cheval de Troie des États-Unis sur le Sénégal? Parce qu'il faut aussi reconnaître que dans ces virages politiques et géostratégiques actuels, le président Macky Sall se pose davantage comme quelqu'un qui veut mener le Sénégal, qui veut sortir le Sénégal de l'escarcelle occidentale, qui veut amener le Sénégal vers sa propre voie. Alors, ça veut dire que vous trouvez plus de lisibilité dans la démarche du président Macky Sall qu'en celle de Ousmane Sonko? Dans ses choix politiques, oui, il est clair que les alliances qui se tissent à l'international aujourd'hui sont tout à fait de nature à gêner l'Occident. Mais par contre, quand vous regardez, les alliés de M. Sonko, la démarche de M. Sonko, écrire un livre, je prie le gars, son livre, son premier livre qu'il écrit et qui a une portée sur les questions politiques, c'est un livre sur la réforme du secteur du gaz et du pétrole, où il remet en question la manière dont ça avait été perçu par les autres, par les prédécesseurs, les dirigeants précédents du Sénégal. Mais pourquoi ne pas voir cela comme une démarche progressiste, pour ne pas dire révolutionnaire? C'est quand même des sujets qui ont longtemps et qui sont restés tabous. M. Sonko est doctorant à l'Université de Lyon. M. Sonko a une carrière dans la haute administration sénégalaise. Il était chargé dans l'équipe d'audit de la direction des impôts au Sénégal. Donc, ce n'est plus un fonctionnaire comme les autres. Si il est certes jeune, son expérience professionnelle, là, il sent à un niveau où il côtoie l'élite mondiale. Il est diplômé, il est diplômé et il est un fruit de l'ENA, l'École nationale d'administration. Et en tant que tel, il a commis également un DESS, un diplôme d'études approfondies, un DEA, pardon, diplôme d'études approfondies sur un secteur particulier de la finance. Et avec ses études en France, il est exposé à un ensemble d'autres mécanismes. Vous savez que je ne cache jamais ma méfiance vis-à-vis des intellectuels, et je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais des intellectuels de la diaspora, qui parfois, à force d'exposition, finissent par ne plus défendre les intérêts de leur propre peuple. Donc, M. Sonko, il y a ça, sa trajectoire politique, qui amène quand même à se poser beaucoup de questions. M. Luc Michel irait jusqu'à dire que, notre aîné, vous le connaissez, il irait jusqu'à dire que M. Sonko, c'est un pion de Georges Soros. Mais quand vous questionnez la trajectoire de M. Sonko, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui montreraient qu'il aurait été coopté de l'extérieur. Très bien. Un deuxième élément, sa démarche. Toujours insister sur la jeunesse, sur son jeunisme. Il y a aussi ses alliances, ses alliés. C'est un atout. Il peut capitaliser cela à ses fins politiques. C'est pourquoi nous avons dit que la démarche peut être questionnable. Ce n'est pas la jeunesse qui fait le projet politique. La jeunesse peut être un atout, oui, mais la jeunesse n'est pas un projet politique. Parce que si votre projet politique, c'est la jeunesse, c'est dangereux. Et le fait qu'il recrute parmi les jeunes, en fait, il faut savoir que dans les projets de recolonisation, la jeunesse, on sait que c'est un maillon faible. Un maillon important, mais un maillon faible. Faible parce que manipulable. Quelqu'un dirait colonisable. Donc, avec ce facteur-là, on peut jouer sur beaucoup d'éléments pour créer des affinités autour d'un leader qui pourrait poser problème à la longue. Donc, actuellement, la démarche de M. Sonko peut être questionnable. Et puis, quand vous regardez, il a déjà cette tendance à remettre en question le jeu politique sur les règles que se fixe l'État du Sénégal. Il prend cela comme un mécanisme par excellence. Ça veut dire que M. Sonko est dans la préparation d'une idée, est dans la préparation de l'idée révolutionnaire. Mais n'est-ce pas justement l'appel généralement lancé par les panafricanistes, couper le cordon ombilical, briser les tabous, s'éloigner des anciennes pratiques? Mais n'est-il pas dans cette logique? Eh bien, dans cette perspective, nous allons voir, parce que pourquoi je reste tout à fait
prudent dans, Oui. dans mes propos. Donc, il faudrait voir, il faudra lui donner un certain temps pour voir. Très bien. Il faudra voir si ces alliances, il est capable de les contrôler. Si ces alliés, parce que vos alliés peuvent être corrompus, mais vous pouvez garder votre intégrité. Mais il faudra voir si les alliés, finalement, n'auront pas le dessus. Mais quand vous regardez, Monsieur Sonko, même la dernière élection, et c'est pourquoi je vais terminer par là, quand vous faites une petite lecture des résultats de la dernière élection, où est-ce que sa coalition est grande gagnante? C'est dans la région de Dakar, c'est-à-dire c'est dans la métropole principale. Mais dans le reste des départements, vous allez remarquer que c'est le BBY qui gagne. Donc, c'est l'alliance de monsieur Macky Sall. Ça veut dire que c'est dans le Grand Dakar que se joue la grande légitimité de monsieur Sonko. Est-ce que cette légitimité à Dakar lui confère le droit de remettre en question les institutions du Sénégal? C'est aussi une question de légitimité. En tout cas, les législatives, nous en dirons davantage. Allons vers Issa Diawara. Issa, alors vous nous avez suivis jusqu'ici, vous avez écouté vos co-panélistes et même les réactions de certains de nos téléspectateurs. C'est vrai que je lis un message ici de Djoudjou qui nous écrit du Sénégal. Il dit: faites-vous traduire les discours de Sonko et vous comprendrez mieux qui est Ousmane Sonko, un vrai panafricain. C'est ce qu'il nous dit en tout cas. Merci de toutes les façons pour votre contribution. Eh bien, nous retournons vers Issa Diawara. Issa, c'est à vous la parole. Ok, merci beaucoup. Juste une petite précision. Oui. Je crois dans beaucoup de mes interventions, j'ai toujours salué M. Sonko comme une alternative Exactement. au bloc France-africain. Ça, c'est une précision de taille. Pour ceux qui me suivent, ça fait un moment. Maintenant, le problème n'est pas si M. Sonko est un panafricain, oui ou non. Le problème, c'est si il est en réalité à la hauteur du combat panafricain aujourd'hui qu'on attend de lui. Oui. C'est là peut-être le débat. Chacun de nous est panafricain à sa manière. Mais est-ce être à la hauteur du panafricanisme, à la hauteur des attentes? Aujourd'hui, moi, peut-être il n'y a pas une forte attente autour de moi, comme on l'a autour de M. Sonko. C'est dit à sa carrière, c'est dit à sa trempe, c'est dit à sa personnalité. Aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, c'est une alternative crédible à M. Macky Sall. Maintenant, est-ce qu'il il donne suffisamment de garanties dans ce sens? Moi, je pense que non, ce n'est pas suffisant. Parce que M. Sonko, de la trempe du panafricanisme, en tout cas qu'il incarne, qu'il est censé incarner, il doit comprendre que le code électoral sénégalais est fait pour ne pas sortir de la France-Afrique. Vouloir obéir à ce code électoral, malheureusement, c'est vouloir rester dans la lignée de la France-Afrique. Je ne vois pas de grands changements. Est-il convaincu que les instruments en place lui permettent d'accéder au pouvoir pour rompre avec la France-Afrique? Une fois de plus, la réponse est non. Les instruments en place au Sénégal sont faits de sorte qu'on ne sortit jamais de la France-Afrique. Il comprend que ce n'est pas gratuit, que M. Macky Sall, qui a du pouvoir exécutif, contrôle, ce ne sont pas mes mots. C'est M. Ousmane Sonko qui a eu à le dire. Il dit que ces magistrats reçoivent des dessous de table, que leurs conditions de vie dépassaient en tout cas les salaires des fonctionnaires. C'est lui qui l'a dit. Donc d'emblée, il montre que le pouvoir judiciaire n'est pas de son côté. Sur les trois pouvoirs fondamentaux de la démocratie, les piliers de la démocratie, il n'a pas l'exécutif aujourd'hui, il n'a pas le judiciaire, et on est en train de l'exclure du pouvoir législatif. Et au même moment, il n'est pas pour que Henry prenne le pouvoir, puisque c'est lui qui a fait retourner la masse populaire en disant que si ça continuait, un jeune officier pourra prendre le pouvoir, et comme cela s'est passé au Mali. Mais, mon Dieu, comment il va venir alors au pouvoir? Ou il sera obligé d'abandonner, pas non seulement d'être dans des compromis, mais être dans des compromissions pour accéder au pouvoir, c'est très clair. Est-ce qu'on ne va pas essayer de les récupérer, de les laver? Un PC à quoi nous sommes en train d'assister avec notre camarade et frère Charles Bleu Goudé. Est-ce qu'il ne risque pas d'être récupéré? Est-ce qu'il risque pas, son pouvoir ne risque pas d'être discuté? C'est pourquoi moi je constate l'absence d'une feuille de route. Normalement, la manifestation d'hier devait accoucher d'un ultimatum. C'est ça le combat panafricain. Dire à M. Macky Sall, ok,
puisque tu as les magistrats de ton côté, tu as tant de ton côté, nous te donnons, par exemple, 30 jours pour accepter nos conditions et non simplement de dire que les urnes peut-être seront boudées, seront boycottées. Et cette solution a déjà marché. Moi, je ne crois pas. Le jour des élections législatives, Macky Sall, le bloc France-Afrique, n'oubliez pas qu'on a une base militaire française, en réalité qui est regorgée des services secrets français, les gens de la DGSC, qui vont conseiller la police sénégalaise. Et la police, pour le moment, ne roule pas pour lui. Puisque lui, quand il y a eu une manifestation, il y a un jeune officier qui a démissionné. Ce jeune officier pensait qu'on allait partir jusqu'au bout. Aujourd'hui, il a perdu son poste, il a perdu sa fonction. Monsieur Ousmane Sonko, qui est notre camarade, il a fait marche arrière. Il faut qu'il pose les jalons de garantie d'une lutte à long terme, pas d'une lutte sur, je ne sais pas, 20 jours, 30 jours, ou que quand lui, sa candidature est finalement, la coalition est finalement acceptée à être candidate aux législatives, et lui, il va retourner encore dans les casernes. Mais entre-temps, beaucoup de jeunes peuvent payer de leur vie. C'est pourquoi il faut qu'il décide une feuille de route concrètement. Qu'est-ce qu'il veut? Où est-ce qu'il veut nous amener? Moi, d'emblée, il a mon soutien, il a notre soutien. Mais oui, mais nous allons le soutenir jusqu'à quand? Il faut qu'il nous aide à l'aider quand même. Lui, il doit nous aider à l'aider. S'il veut qu'on l'aide jusqu'au bout, on doit comprendre, on doit voir clair. Et mais n'importe qui, de n'importe quoi de la planète, on voit, et le colonel Assimi Goïta, on voit où est-ce qu'il va. Nous savons un peu comment les autres se débrouillent. Mais maintenant, il faut qu'il pose des jalons. On a besoin de certaines garanties. Les instruments en place ne lui sont pas favorables. Ce sont des instruments qui ont été mis en place par la France-Afrique pour servir les intérêts de la France-Afrique. Lui, il pense, est-il convaincu que de tels instruments vont permettre à quelqu'un qui va capoter les intérêts de la France d'accéder au pouvoir tout bonnement? Et mais pour ces beaux yeux, ça n'existe pas. Pour les Occidentaux, là, nous, ils s'en foutent de la démocratie. Hein. Le combat des Occidentaux, ce n'est pas la démocratie. Mais ils piétinent la démocratie en longueur de journée. Mais ils ont fait détrôner des présidents légitimement élus. Ils ont fait assassiner des présidents au pouvoir. Leur combat, ce n'est pas la démocratie. Leur combat, c'est comment préserver leurs intérêts. Et aujourd'hui, c'est que les candidats Sonko, en tout cas M. Sonko, l'opposant Sonko, est entré, sa démarche, c'est carrément de mettre un pied dans les intérêts de la France-Afrique. Et si ça, c'est son combat, mais là, il doit se fixer, en tout cas, des bases solides. Ce n'est pas comme ça. Il doit être clair dans sa démarche. Parce que moi, ce que je vois, une fois de plus, s'il menace de prendre en otage, de saboter les élections législatives, les leaders religieux du Sénégal, les personnes influentes du Sénégal vont intervenir. Et quand ils vont intervenir, ça sera encore comme dans ce dossier du judiciaire. On va négocier peut-être le report des élections législatives pour permettre à la coalition d'être candidate. Mais est-ce que ça va changer quelque chose dans le fond? Non. Elles sont pas juste en soi, si la coalition est candidate, après il y a quoi? Et à la présidentielle, si on a le même cas, pense-t-il qu'on va reporter la présidentielle? Je ne crois pas, je ne crois pas. La police sera là, la police va mater. Voire même si les religieux parvenaient à sauver sa tête. Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier recours. La Cour constitutionnelle est déjà out. Qui aujourd'hui, pour l'aider à redevenir candidat à la coalition? Je ne vois que les leaders religieux, les leaders influents du Sénégal. Sinon, en tout cas, les instruments tels établis démocratiquement, je ne crois pas. Et les questions, c'est que lui l'oublie. Alors, je crois qu'on a des petits soucis avec la ligne du Mali. Est-ce qu'avec le Sénégal, ça passe comme ça? C'est bon avec le Sénégal? Merci. D'accord, merci Issa Diawara. Eh bien, donnons la parole pour un dernier tour de table à notre cher Karim Diakhaté. Karim, visiblement, l'objectif ici, ce sont les élections de 2024, la présidentielle. Mais l'opposition prête des intentions au président Macky Sall de vouloir faire un passage en force en modifiant la Constitution, raison pour laquelle la plupart des leaders sont écartés finalement des législatives. Comment vous répondez à cela? Oui, justement, Bachir, on l'a dit. D'ailleurs, cela va me permettre quand même de répondre un peu à certains intervenants, dont Mme Cissé, effectivement, qui a fort justement demandé que M. Sonko se détermine, qui est Ousmane Sonko.
Mais en l'occurrence, Ousmane Sonko, d'ailleurs Jonathan Batengene en a un peu parlé, il est bien connu des Sénégalais quand même. C'est quelqu'un qui a été effectivement dans l'administration fiscale et qui a été radié donc, par le pouvoir, qui a été syndicaliste donc, à la base et qui a pu, avec son poste de député, en tout cas proposer quelque chose aux Sénégalais. Il a un projet de société. D'ailleurs, Jonathan en a parlé. Il avait produit un ouvrage, Pétrole et gaz au Sénégal, et par la suite Solutions. Et c'est quelqu'un également qui a pu bénéficier d'un appel d'air. Il faut comprendre que quand Karim Wade, le fils donc de l'ancien président, avait été embastillé et que par la suite il a été donc contraint à l'exil, si l'on veut dire au Qatar, et que Khalifa Sall, ancien maire de Dakar également, a connu des difficultés également, disons au niveau de leur candidature pour la dernière élection présidentielle, Ousmane Sonko donc représentait une alternative pour la jeunesse. Et de ce point de vue-là, il bénéficie véritablement, en tout cas, d'une vague, en tout cas très, très positive, dans la mesure où, on l'a dit, des personnalités politiques comme le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, comme Khalifa Sall, comme d'autres également de Walou, avec donc ceux qui restent du Parti démocratique sénégalais, se sont tous alliés pour en tout cas revendiquer ensemble quelque chose. Mais je voudrais également revenir un peu sur ce que Jérôme avait évoqué par rapport aux accointances supposées de Ousmane Sonko avec Soros et d'autres cercles extérieurs. Je voudrais dire que, bon, si cela était avéré, ou en tout cas si cela devrait représenter quelque chose d'assez particulier ici au Sénégal, ce sont peut-être ces détracteurs qui pourraient l'évoquer. Mais en tout cas, de ma connaissance, il n'a jamais été question de ça. Pour le moment, en tout cas, on ne l'a jamais attaqué sur ce point-là. Et pour également abonder dans ce que vient de dire le général Diawara tout à l'heure, il faudrait aussi dire que Ousmane Sonko, bon, lui, il dit que Ousmane Sonko devrait aller pratiquement vers l'affirmation de son combat. Et c'est comme s'il le poussait, excusez-moi des termes, vers l'insurrection, alors que Ousmane Sonko appelle à la résistance. Maintenant, il faut le dire, c'est parce que l'opposition d'une manière générale a senti que le président Macky Sall n'avait pas, disons, clairement déterminé sa position par rapport à 2024, s'il allait éventuellement briguer une troisième candidature, alors qu'il avait auparavant dit qu'il allait juste faire ses 2 mandats et s'en aller. Mais comme il avait également dit qu'il n'avait pas dit ni oui ni non, il y a donc toute cette suspicion autour, en tout cas, de sa probable candidature. Cela donc a amené une situation donc, de suspicion et je comprends parfaitement les réserves de l'opposition par rapport à cela. Maintenant, est-ce que cette opposition-là pourra véritablement constituer un bloc capable donc en tout cas d'arrêter certainement les visées donc du camp opposé? Attendons de voir. Mais il est évident, et pour cela, Jonathan s'est un peu trompé en pensant que l'électorat de Ousmane Sonko, c'était Dakar. En réalité, l'électorat de Dakar, c'est surtout peut-être Khalifa Sall et ce qui restait du PDS, avec c'est vrai Yewwi, qui récemment, lors des élections locales, a pu faire quelque chose. Mais l'électorat d'Ousmane Sonko également commence à s'amplifier au niveau des départements, même si je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est effectivement Benno Bokk Yakaar qui avait encore donc la majorité des départements, une trentaine sur les 47 au total, mais il faut dire que les grandes villes du pays, qui représentent à peu près 60% de l'électorat, sont actuellement pratiquement gagnées par cette opposition-là. Bon, on me dira toujours que l'opposition n'est pas, disons, homogène. Il y a, c'est vrai, Yewwi Askan Wi et Wallu qui ont constitué un bloc, mais il y a d'autres, comme Art Sénégal, qui va participer aux élections législatives. Il y a Gëm Sa Bopp, du patron de groupe de presse, là, Bougane Gueye Dany, qui n'a pas été donc autorisé à participer aux élections législatives. Mais donc, il y a un cocktail détonnant qui nous réserve beaucoup de surprises pour l'avenir. Mais de toute façon, il est important, en tout cas, c'est là où je vais terminer, pour éventuellement proposer une solution. Il est important aux acteurs politiques quand même de revenir à la raison. Et là, je m'adresse beaucoup plus aux tenants du pouvoir pour, au-delà du juridisme des textes et donc du conformisme des règles de droit et autres, s'accorder sur l'essentiel pour éviter le chaos. Parce qu'en fait, de quoi il s'agit? Il faudrait faire en sorte qu'il y ait des conditions d'un dialogue politique inclusif, peut-être pour permettre
aux listes qui ont été recalées de revenir. Parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, la CEDEAO était contre le système de parrainage. Permettre à tous les acteurs de venir participer pour véritablement nous éviter, en tout cas, ce qu'on a pu voir dans d'autres pays. Maintenant, quand même, c'est une démocratie qui vacille certainement, mais qui a encore des ressorts. Et pour répondre à aussi un autre intervenant qui avait abondé dans ce sens-là, je pense que le peuple sénégalais a suffisamment de maturité pour en tout cas revenir au calme et poser le vrai débat. Ce débat-là, c'est permettre à tous les acteurs politiques d'être dans le jeu et de ne pas être plus ou moins dispensés de participer à des élections comme on a pu le voir malheureusement ces dernières années. Merci infiniment Karim Diakhaté pour la contribution. Eh bien, Jonathan Batengene, en définitive. Le pouvoir, les cartes restent dans les mains du président Macky Sall. Oui, comme le disait Diakhaté. Oui, finalement, il doit encore travailler pour que son pays soit dans la même logique que lui. Pour l'instant, M. Sonko peut avoir eu une démarche qui amène à se questionner. Il peut avoir pensé à ouvrir un front. Et puis on sait que le Sénégal, ça s'est finalement toujours joué ainsi, hein, les alternances là-bas, depuis même le grand Senghor. C'était comme ça qu'Abdou Diouf avait procédé. C'était un coup de force qui finalement, du moins populaire, qui avait amené Abdou Diouf au pouvoir. Et Ouad après a également fait pareil. Et Macky également s'est passé de la même sorte. Donc, le président Macky gagnerait à avoir un pays qui est soudé. Pour cela, il devrait travailler à davantage ramener Ousmane Sonko sur la table du dialogue. C'est vrai, la fois dernière déjà, il avait ouvert le dialogue avec toute l'opposition, avec toutes les forces vives. Il avait souhaité que cela fût la réconciliation totale. Mais comme en politique, les accords sont faits pour être justement violés, il a dû il a dû constater à ses propres dépens que ces accords n'étaient pas solides. Il ne doit tout de même pas désespérer. Nous avons toujours dit que l'un des éléments qui pourrait sauver ou bien asseoir une véritable démocratie en Afrique, c'est le consensus démocratique. Ce consensus politique, le consensus de la société politique, ce consensus de la société politique sénégalaise doit être trouvé sous Macky Sall. Peu importe la dureté des positions actuelles, il faut qu'il y ait un consensus de la société politique. Et pour ça, il faut que le président Macky trouve un moyen de discuter avec son jeune frère, mais surtout ce grand leader désormais de la société sénégalaise, Ousmane Sonko. Il faut discuter avec lui, il faut discuter avec d'autres acteurs politiques qui sont tout aussi importants. Il faut discuter avec lui, même si ses objectifs seraient d'aller briguer un prochain mandat. La question du mandat ne devrait pas être le point le plus important. Et pourtant, c'est le point le plus important, puisqu'on l'a entendu, les manifestants scandés, ils parlent de 2024, ils estiment qu'ils sont écartés des listes justement pour préparer. Nous savons que tel que c'est parti, même Ousmane Sonko, il regarde sa place, il veut être à tout prix président. Mais président d'une colonie et président d'un État souverain, c'est deux éléments différents. De quel type de président il veut, de quel type d'organisation il veut donc être le président? Est-ce qu'il veut être le président d'une colonie? Monsieur Macky Sall est en train de réaliser des éléments importants. Eh bien, puisqu'il est encore le chef, il doit faire asseoir Monsieur Sonko et tous les autres leaders et convenir d'un seul élément, le cap qui est en train d'être pris par le Sénégal. C'est un cap qui ne doit plus changer. Il faut que le Sénégal reste un pays souverain parce que le Sénégal, c'est la deuxième jambe de l'action coloniale en Afrique de l'Ouest. Lorsque la première jambe est posée sur la Côte d'Ivoire, si la deuxième jambe n'arrive pas à se poser sur le Sénégal, la France devient, et l'OTAN et toutes les forces coloniales deviennent unijambistes. Et cet unijambisme les fragilise. Vous savez, lorsqu'une puissance n'est que sur une jambe, il ne reste qu'à tous les pays qui sont dans cette zone de mettre le mouvement de force et à bousculer cette force hors de l'Afrique. Donc, M. Sonko doit discuter avec M. Macky Sall parce que les échanges actuels, la trajectoire actuelle du Sénégal est bien plus importante que simplement
l'accession à une position de prestige. Merci infiniment, très cher Jonathan Batengene. Et je vois notre ami Djabar Ahmed Fall de Côte d'Ivoire qui salue votre analyse. Et nous le saluons également. Merci à Karim Diakhaté qui était avec nous. Certainement, on le retrouvera dans d'autres éditions, pourquoi pas, au moment de parler du Sénégal et de bien d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, puisqu'il maîtrise ces sujets. Merci au général Issa Diawara qui était avec nous en direct de Bamako et à toute l'équipe technique qui nous a aidé dans la préparation et la production de cette autre édition. On se retrouve donc demain et avec le rendez-vous de Zerfel, puisqu'on parlera de la Côte d'Ivoire. Bonne suite des programmes, le journal tout de suite avec Mbole Moto.